Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui. Avec ma table de sens, nous sommes avec Antoine. Antoine, ça va la pêche ? La pêche à fond. Joueur de Ridger, lui-même joueur de Bulle. Nous sommes avec Julien. Julien, ça va la pêche, la patate, la banane ? La pêche. La pêche, William. Ouais. Julien, donc on rappelle, joueur de Kerry, qui elle-même est joueuse de Ardeur. Sans H. Voilà, sans H. Nous sommes également avec Amir. Amir, ça va la pêche ? Ça va, ouais. Et joueur de Milan, lui-même joueur de Mont-Ardent. Oui. Et enfin, nous sommes avec Audrey. Audrey, joueuse de Lexa, elle-même joueuse de Éclat. J'ai du mal à jongler entre les différents types de personnages. Voilà, et donc vous avez continué votre quête à travers l'histoire des Sétentriens dans Sens Néant. On avait identifié la dernière fois, lors du dernier podcast, quelques petits soucis de règles. Certains trouvaient que les règles précédaient la fiction, ce qui les dérangeait, Antoine et Audrey. D'autres, au contraire, disaient non, les règles permettent parfaitement d'entrer dans la fiction. Est-ce que après cette deuxième partie de Sens Néant, ces deux autres épreuves de Sens Néant, vous trouvez que les problèmes sont résolus ou au contraire, est-ce qu'ils ne cessent de s'accentuer ? On peut commencer par cette petite question. Il n'y a jamais eu de problème, donc J'ai décidé de ne plus jamais jouer avec eux. Okay, on peut donc dire que les problèmes ont subsisté. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut... Le fait d'avoir fait le podcast a aussi amené les attentes de chacun, bizarrement. Ouais. Tout à fait. Et ça a permis d'éclaircir ce que chacun attendait en termes de fiction et de règles. Ouais. Donc je pense que ça a beaucoup contribué aux parties qu'on suivit. Ouais. Oui, ça éclaircit ce que signifie l'immersion pour chacun en fait. D'accord. Mais non, c'est juste que Lexa et Ridger étaient dissipés, n'avaient pas compris que la partie avait commencé. Donc effectivement, il y a cette dimension méta dans Sens Néant. On rappelle que donc les personnages des bugs font un jeu de rôle, donc il faut débriefer avec Classis et les personnages. Et là, en général, c'est plus l'occasion de parler des relations entre l'histoire de Classis et l'histoire de Sens et des bugs et de Myphos et de Solipsis, etc., etc. Et un deuxième débriefing qui a eu lieu dans les micros la dernière fois, qui est plus le débriefing vraiment de joueur à joueur, avec cette fois-ci Antoine qui parle avec Romaric, Audrey et compagnie. Donc, ce que vous dites là, si je traduis un petit peu, ça veut dire qu'en gros, ces deux étapes de débriefing étaient importantes, et l'étape dans les micros a contribué à améliorer l'expérience que vous aviez de Sens Néant. Alors, on va faire un petit tour de table pour commencer, des personnages, voir un peu s'ils ont évolué, s'ils ont changé, si les présenter, ne serait-ce que ça, maintenant que vous les connaissez un peu mieux. Antoine, est-ce que tu veux commencer par nous présenter Bulle ? Ouais, alors Bulle, c'est le calme et la tempérance du groupe. C'est mon personnage qui est lié à l'eau en premier lieu et à l'air en deuxième. En deuxième élément. Comme élément. Donc c'est un personnage qui est en contraire opposé avec Ridger. Et pour lequel... c'est un personnage qui est assez en retrait, et comme je disais ce matin aux autres, Bulle, c'est un peu la Centaurette de Romaric sur Sens Néant. Ah non, tu peux pas dire ça. C'est un peu, c'est de l'acide pour moi, Croc. Non, je plaisante. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un personnage qui va écouter, qui va plus se laisser emporter par l'histoire et se laisser à qui on va raconter des histoires plutôt que d'intervenir dans l'histoire. Il n'est pas proactif, il ne va pas au devant de l'enquête, il attend que les choses viennent à lui. Tout à fait. Et pour y avoir pas mal réfléchi, en fait, ça rejoint une posture de Ridger. Et notamment les discussions avec Classis ont permis d'éclaircir ce point-là. C'est-à-dire que pour Ridger, l'intérêt, ça réside aussi dans le fait que la fiction que nous raconte Classis est une fiction qu'il nous donne par le prisme de ce qu'on fait dedans. Et ce qui intéresse Ridger, c'est de connaître la fiction telle qu'elle est
telle qu'elle a été écrite, en fait, telle qu'elle est dans son... Du coup, tu veux le moins possible y intervenir pour obtenir le plus possible l'authenticité de l'œuvre originale. C'est exactement ça, de manière à démontrer à Classis que sa théorie comme quoi l'œuvre originale influence notre monde est fausse. C'est pas très bug quand même comme positionnement. Voilà, c'est ça. Heureusement que tout le monde n'est pas dans cette position. C'est ce que j'allais dire avec Audrey. Heureusement que tout le monde n'est pas dans cette position-là, parce que sinon, voilà, je vous raconte. En gros, je te passe le livre et puis fin de la partie, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça intéresse Ridger quand même de pouvoir dire. Tu vois, même sans être intervenu, même en étant au plus proche de l'histoire que tu as écrite, on va quand même réussir à modifier le destin qui était celui que tu as écrit. Mais c'est pas valable parce que nous, on n'est pas comme toi. On intervient dans l'histoire. Oui, mais c'est pas grave parce que je nettoie après intellectuellement ce que vous faites pour essayer de retrouver les traces. Tu es notre acide. Voilà, je suis votre acide, ouais. Voilà. Audrey, ton personnage d'éclat. Oui, alors mon personnage d'éclat, donc ces éléments, c'est la lumière et l'ombre, à part égale. Donc c'est un septentrien qui est vraiment axé sur la connaissance au sens large, c'est-à-dire aussi bien la connaissance livresque que la connaissance par les perceptions et par l'expérience, ce en quoi la discussion, je dirais. Ça, c'est le lien entre Lexa et éclat. Donc, Lexa joue éclat. Lexa, c'est quelqu'un qui expérimente le monde en vivant des choses fortes, des aventures, et elle tente quelque chose de nouveau en jouant éclat, en jouant quelqu'un de plus posé, qui va expérimenter le monde avec un prisme vraiment différent. Voilà. Donc c'est pas toujours facile, mais j'essaye. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Ça tient de ta... Je dirais que c'est un personnage qui, pour le moment, te permet en fait d'interagir à tous les niveaux où tu veux. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, en fait, je le vois, ce personnage, je le vois comme un outil d'Audrey pour le moment pour approfondir les choses qui l'intéressent, elle. Et je dis bien d'Audrey, pas de Lexa, tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas totalement d'accord, en fait. Ça marche, je t'en prie. Apprendre par l'expérience, c'est vraiment le prisme de Lexa, en fait. D'accord, ok. Ouais. Ok, très bien. Ok. C'est pas toi en tant que joueuse qui apprend à jouer au jeu à travers ce personnage. Non, moi je joue Lexa. Ok, c'est le sentiment. Ouais, ok, vraiment. Ah ouais, c'est le sentiment inverse que j'avais. C'était plutôt un outil pour Audrey que pour Lexa, ce personnage. Julien, ton. Alors moi je joue Ardeur, donc c'est le personnage de Keri-san, et c'est un personnage à contre-emploi puisque Keri-san c'est une femme, c'est une Kadaria de la vie dont le roleplay était centré sur le fait de protéger son frère, ses compagnons, la résistance, enfin essayer de sauver tout le monde. Et là donc on a pris un Septentrat de feu qui a pris une première cause en rencontrant Bélial et a décidé de se battre pour elle jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que c'était une connerie. Alors après il a pris une seconde cause qui est de défendre Azilise. Entre les deux, pour essayer de mener jusqu'à terme sa première cause qui était Bélial, il a été aidé Noctis et il a délivré Bélial, enfin il a participé à la délivrance de Bélial. On sait que Bélial a été enfermé. Qui est revenu à moitié, qui est revenu très différent de ce qu'il avait connu. Donc voilà, donc il est au contraire, c'est un personnage qui vit pleinement, qui est vraiment dans son élément de feu avec de l'ombre, avec une présence d'ombre, c'est-à-dire il va jusqu'au bout des choses, il attaque le premier, il est proactif, quitte à créer de la réaction, quitte à créer du bordel. Et en fait, c'est un personnage qui est inspiré de Ridger, puisque comme Keri-san a décidé de jouer un homme, elle joue le garçon qu'elle a un peu idéalisé toute son adolescence. Comment tu me vois mais quelle horreur. Moins la création, puisque ça, la création, elle en a un peu. Donc voilà, et donc feu et ombre à fond, et il agit d'abord et réfléchit ensuite, et c'est très libérateur pour Keri-san. Amir, donc parle-nous de Mont Ardent.
Eh bien, moi, Ardent, Milan l'a imaginé comme quelqu'un de différent de lui, quelqu'un de terre à terre, Pragmatique. pragmatique, quelqu'un d'un petit peu fougueux également, d'exubérant, ce qui est vraiment le contraire de Milan. Mais en cours de jeu, il s'avère qu'il a du mal à jouer ça. Et donc, le côté feu, qui est toujours son élément secondaire, prend moins d'importance que prévu. Et il développe plus la terre et un peu plus d'autres éléments, en particulier la lumière. Il avait mis quelques liens sur vouloir parfaire sa connaissance et autres. Et en fait, il développe plus ça que le feu. Ce qui fait que la lumière atteint presque de son niveau de feu, tout comme l'air, qui est l'élément d'Azélise. Alors, je tiens à dire aussi que c'est un peu cohérent parce que, et ça me permet de faire la transition avec la suite de ce podcast, c'est lié à la fiction. Les lieux dans lesquels vous vous rendez au cours de ce premier scénar, ce sont des lieux qui sont dominés et domptés par la lumière. À travers le voyage que vous faites vers Miroir, évidemment, vous passez sur la route des Septentriens de lumière qui relie Mogosh à Septentriens de lumière. Et donc, vous apprenez à rencontrer des objets, des œuvres, des lieux, des villes qui sont influencés par leur histoire avec la lumière et compagnie. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois. Non, enfin, tel que je le joue, je l'imagine moi, Amir. C'est plutôt... j'augmente la lumière parce que c'est la connaissance de Myriad, vraiment. Quel que soit l'élément lié derrière, si jamais j'apprenais l'histoire de la Terre, j'augmenterais ma lumière. D'accord, ok. Parce que ok, très bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comme ce que tu viens de dire autour de la lumière s'extrapole en fait à toute la table. Parce que j'ai l'impression que Lexa aussi est dans une recherche... Éclat, pardon, est aussi dans une recherche d'enquête, de savoir, de connaissance. Et que c'est aussi l'élément sur lequel tu travailles à fond en ce moment. Et j'ajoute la même chose, même si ça peut sembler bizarre, pour le personnage d'Ardeur, qui lui est complètement dans l'apprentissage de la lumière. Alors, Ardeur, effectivement, à partir du moment où Classis a dit à Karisan, non, mais en fait, comme t'as que 4 en lumière, quand les autres discutent de métaphysique, de métaphysique, de maths, géométrie, tu comprends même pas de quoi ils parlent. Voilà, c'est ça. C'est totalement insupportable pour Karisan, qui est une scientifique et qui a absolument besoin de pouvoir discuter avec eux. Dans le jeu aussi de la métaphysique, donc elle a commencé à développer. Donc la première, comme on lui avait recommandé d'aller à la citadelle, on en parlera après de la chimie, ça en a profité pour dire bon voilà, au lieu de lumière, je vais me faire un familier sur place pour pouvoir augmenter un peu et comprendre un peu mieux que mon personnage soit capable de faire cette partie. Là, tu me donnes la justification méta, mais la justification en fiction, le fait que ton personnage se sente impuissant face à certains types de révélations, certains types d'objets et compagnie, a été très bien joué par Ardeur, tu vois, le moment où tu dis putain, je suis à un endroit, j'y comprends rien et ça me fait chier, et là cette fois-ci je peux pas juste dégainer mon arme et casser quelque chose pour comprendre, quoi. Là il y a vraiment quelque chose à creuser. Je peux le faire mais ça suffit pas. Un constat d'impuissance en tout cas ressenti au cours de cette épreuve. Alors on va parler bien sûr de la fiction. Pour les meneurs de jeu qui nous écoutent, on est dans le sens papillon, c'est-à-dire que je profite de la première épreuve de Sens Néant, qui va globalement des premières enquêtes à Mogosh pour la découverte de Mogosh, en passant par Souffle, puis l'Arène, puis Miroir. J'en profite pour, entre chaque ville, faire ce qu'on appelle du sens papillon, c'est-à-dire leur proposer des petits... Il y a des gens qui viennent les voir avec des petits problèmes à résoudre, et les golems doivent résoudre en fait ces mini-missions, si j'ose dire. C'est des petites missions qu'on vous donne. Tiens, quand vous êtes allé dans la ville de l'air, il y a quelqu'un qui est venu vers vous qui a dit je suis maudite, il y a quelque chose qui se balade toujours à côté de moi, j'arrive pas à m'en débarrasser, à votre avis pourquoi? Et du coup vous avez enquêté là-dessus, etc. Comme des émissaires de paix qui veulent finalement résoudre des petits problèmes du quotidien des gens et compagnie, et ce faisant augmenter la présence d'Azélise et on a nos premiers contacts avec l'acide et nos premiers dilemmes avec l'acide. Alors, est-ce que vous pouvez raconter ça à Souffle, donc faites la connaissance aussi. Est-ce que quelqu'un veut raconter globalement la fiction? Donc à Souffle, vous faites la connaissance de l'Outrima. Alors on fait la connaissance de l'Utrima et derrière, en petite mission, là, les missions papillons dont tu parles, on est arrêté par une septentrienne dont j'ai... Acacia.
qui nous dit qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle est en train de perdre le souvenir de ses enfants, même au-delà, et que son mari aussi a disparu et qu'elle est poursuivie par un corbeau. Un corbeau. Un aigle noir. Un aigle noir. Un faucon noir. Il me semble que c'est un faucon noir. Un faucon noir. Et on en vient à enquêter. Un oiseau noir en tout cas, parce qu'on ne peut pas parler de ni corbeau, ni faucon, ni quoi que ce soit. On est sur Myriade, un myriadien qui ressemble à un oiseau noir. Voilà. Et on en vient à enquêter sur ce sujet-là pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est là où, c'est au cours de cette mission-là, comme disait Amir, qu'on rencontre l'acide. Alors Lexa l'avait déjà expérimenté et Cla l'avait déjà expérimenté. C'est la proximité, je pense, des deux noms qui fait qu'on confond tout le temps. Entre Lexa et Cla, il n'y a pas finalement beaucoup de différence et c'est vrai que c'est compliqué. Et donc on se retrouve avec une rivière Antoine. qui est polluée par l'acide. Car on découvre que finalement Acacia a brisé son amant, qui est devenu dont une des parties est devenu ce fameux oiseau noir qui se balade avec elle, et que tout ce qui était parti de rancœur et de violence a été camouflé à l'intérieur d'un rocher à proximité de cette rivière. Ouais, et que elle a forgé en fait en fait avec tous les souvenirs du moment où elle a brisé son amant et tous les moments de détestation en fait des moments passés avec lui, elle a forgé un artefact qu'elle a jeté à la rivière et ce faisant elle a contaminé en fait la rivière avec toute sa rancœur. Et l'acide se déverse dans cette rivière. C'est un scénario ultra classique de Sens Néant, c'est un scénario d'introduction, ça vraiment c'est d'ailleurs assez rapidement j'ai noté que Ardeur, donc Kerry ou Julien a très très vite démêlé les nœuds de l'histoire, c'est-à-dire quand elle a vu l'oiseau noir, elle a dit je pense que c'est ton amant qui a été brisé et au final l'enquête a duré peut-être 20 minutes quoi, tu vois, vous avez très très rapidement compris et c'est ça le but, tu vois, c'est de vous poser des problèmes qui peuvent être résolus en 20 minutes, hein. C'est comme et donc là effectivement, ce qui a posé un peu plus de problèmes, j'ai eu l'impression, c'était ok, on est face à toute cette rancœur, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce qu'on fait pour traiter cette rivière et finalement la purifier? Alors il y avait ça, et puis il y avait le fait que si on brisait l'objet, le rocher, l'acide, qu'est-ce qu'on en faisait? Est-ce qu'on la prenait sur nous ou est-ce qu'on laissait l'acide se déverser sur le monde? Et pour le coup, c'est la deuxième solution qui a été retenue, c'est-à-dire laisser l'acide se déverser sur le monde au prétexte que finalement, si on commence à prendre toute l'acide qu'on croise, rapidement, on ne deviendrait plus ce qu'on est. On va se pervertir et se corrompre. Et dans le coup, notre lutte va devenir plus que vaine. Alors ça, c'est ta raison de le faire, mais il me semble qu'Amir, lui, de son côté, il dit « Ouais, moi, si j'avais dû faire... » Enfin, tu me dis, en tant que joueur, tu me dis « Moi, si j'avais dû faire, je pense que j'aurais fait autrement. » Alors, Montardant et Milan ont hésité entre deux solutions qui étaient soit c'est un mal connu, on sait qu'il est là, on va pas l'envoyer ailleurs ou nous ou quelqu'un d'autre devront de nouveau faire le travail. Donc on le laisse là et on met des garde-fous. Mais ça, quand j'ai commencé à l'exprimer, je crois que tout le monde parlait en même temps et donc je suis pas sûr que quelqu'un n'ait entendu. Et puis après, Montardant, lui, a hésité et n'a pas eu le courage de taper sur le truc d'acide qui s'enfuyait pour le prendre en lui. Et je t'ai expliqué à ce moment-là, parce qu'il y avait cette espèce d'idée qu'on allait mettre cet artefact dans une boîte. Puis que cette boîte serait isolée du monde. Et je vous ai expliqué, non, ce qui va se passer, c'est que l'objet va corrompre la boîte. Que cette boîte va se mettre à parler, à tenter des gens, et que tôt ou tard, de toute façon, ça deviendra un trésor, une quête pour certains, et que tôt ou tard, cette boîte sera ouverte, et compagnie, et compagnie. Ce qui va poser pas mal de problèmes, pas mal de questions sur l'acide en général. Mais avant, je pense que ça, c'est vraiment une discussion qu'on a eue qui est importante. Mais avant ça, il y a un autre truc qui, moi, m'a frappé pendant cette enquête. C'est quand on revient voir les deux personnes qui ont été contaminées par l'acide, la possibilité de faire une lecture de leur bulle, enfin de leur larme, et
d'aller chercher à l'intérieur de ça le souvenir qui concerne le moment où ils ont été en contact avec la pierre, donc où ils ont été contaminés, et là, dans leur souvenir, d'intervenir. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris qu'on pouvait faire avant. C'est-à-dire, puisque là, on a été chasser l'acide à l'intérieur d'eux, en disant d'abord une lecture, puis à l'intérieur du souvenir, en interagissant et en attaquant le souvenir de la pierre. En fait, les larmes sont des microcosmes. Autrement dit, des mini-mondes que vous explorez, en fait. Oui, mais on peut plus que les explorer, on peut les modifier. Et ça, j'avais pas compris avant cette scène. Alors, oui, on peut les modifier, on peut interagir avec, on va dire, pour être tout à fait simple. Dans une certaine mesure. Ce qui est un peu différent, voilà. Ce qui est un petit peu différent. Mais oui, je comprends parfaitement. C'est ça que vous n'aviez pas saisi. Et de la même manière, j'ai senti qu'il y avait eu une difficulté à comprendre ce que c'était que l'ultime sentiment, en termes de, justement, d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, l'ultime sentiment, c'est la recherche de la cause, de la cause, de la cause, de la cause, de la cause des objets, des sentiments, jusqu'à arriver au premier des sentiments. Oui, justement, c'est plutôt le sentiment prime que l'ultime... Que l'ultime sentiment, ouais. C'est plutôt le sentiment primordial. Le Big Bang sentiment. Le Big Bang sentiment, exactement. Et j'ai senti qu'à partir du moment où vous aviez compris ça, vous aviez beaucoup plus d'idées en termes d'interaction avec justement les lectures sentimentales et compagnie. Je sais plus quand est-ce que vous commencé à le réfléchir sous cette forme-là. Voilà, on fait plus que ça maintenant. Ouais, voilà, c'est presque. Ça. Presque. Mais, alors, vas-y. Mais sur la question de l'acide, on s'est retrouvé face à cette question-là, qui est que visiblement l'acide est en somme constante, voire secret, et qu'on n'a aucun moyen de l'éliminer. C'est-à-dire que soit on la prend sur nous, soit on l'enferme, soit on prend sur nous et donc on est corrompu et on va devenir probablement corrupteur si ça dégénère, soit on la laisse là où elle est et elle est corruptrice de là où on la met, soit on la laisse se dissiper et retomber un peu n'importe où sur le monde, et que donc il y a cette dimension où l'acide est incontrôlable, tout regroupé à la seule idée. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait le pouvoir, si on avait tout pouvoir sur cet acide, qu'est-ce qu'on ferait? C'est très intéressant ces questions. Tirer sur la bobine de ces questions. Et du coup, on avait commencé à avancer l'idée que justement la question de que faire de tout cet acide était peut-être une question que cet Andra s'était posée. Voilà, c'est ça. Et que si il y avait autant d'acide à l'endroit où il était mort, c'est peut-être parce qu'il a commencé à le concentrer. Alors moi, c'est une question qui taraude Keri-san. Et si j'acceptais tout l'acide que je rencontre, voilà, comme si... devenant moi-même le corrompu corrupteur, le catalyseur de tout ça pour libérer tout le reste, quoi. C'est ça. Est-ce que je peux prendre tout l'acide sur moi? Est-ce qu'est la posture que voudrait prendre Milan? Quelle est la posture que voudrait prendre Montardant? Qu'hésite à prendre Montardant. C'est la posture que prendrait Keri-san, elle le sait. Ouais. Mais elle n'est pas du tout sûre que son personnage serve à ça. D'accord, très bien. En tout cas, on voit que là, à partir du moment où vous avez cette première interaction avec l'acide, commencent à se poser des questions d'ordre, on va dire, métaphysique par rapport aux relations entre le sentiment et l'acide, et qu'est-ce qu'il faut faire de cet acide, et compagnie. Néanmoins, on finit la soirée, moi je trouve, sur un doute. En tout cas, moi, je finis la soirée en tant que meneur sur un doute. Et notamment par rapport à Sens Papillon. Là, je parle surtout pour les meneurs de jeux de Sens Néant. Vous savez, au cours des podcasts sur Sens Néant, qu'on est arrivé, pour beaucoup d'entre nous, en tant que meneurs, à cette idée qu'il fallait, avant le début de l'histoire, que beaucoup de scénarios dits de Sens Papillon soient proposés aux personnages. Et moi, j'ai eu la sensation qu'à cette table, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que assez rapidement, vous meniez l'enquête chacun de votre côté sur du Sens Papillon, ou alors que peut-être mes problèmes étaient trop faciles à résoudre, peut-être, je sais pas. Comment vous expliquez en tout cas Je trouvais que la mayonnaise ne prenait pas, que l'équipe restait non soudée et qu'au final les personnages étaient les uns à côté des autres et pas ensemble vraiment. Et vous m'avez dit, je pense qu'il nous manque une grosse problématique de groupe pour souder l'équipe. C'est ça, je pense que c'est des questions d'envergure en fait, de ce qui était proposé peut-être, de trucs plus... Oui, c'est-à-dire que s'occuper des querelles d'un village, c'est bien cool. Mais on est quand même les golems d'Asilis. Disons qu'à cette table, je pense que ça c'était comme ça qu'on jouait quand on avait 10 ans ou 11 ans, tu vois, peut-être. Du coup, je sais pas. Et puis dans le sens, on a été confronté à des choses beaucoup plus épiques. Donc là... Tout à fait, ouais. Et ça retombe, voilà. En fait. Là, c'est un peu... C'était ma boutade quand je disais que pour Lexa et Ridger, la partie n'avait pas vraiment commencé.
parce qu'ils n'avaient pas dépensé, ils avaient dépensé aucun point de lien, enfin, ils avaient dépensé aucun point d'expérience. Pour eux, ils attendaient que la partie commence, parce que tant qu'il n'y avait pas des enjeux Antoine, surtout. colossaux. Non, moi, j'en ai pas eu de point d'expérience de toute la partie hier. Bah si. Non, j'ai eu un point qui était le point d'acide que j'ai eu au début. Ah pardon, les points de relation, enfin les petits jetons, machin. Mais non, c'est les points, je parle des points d'expérience. Les points d'expérience, ça vous en avez tous au départ. Putain, tu m'as fait peur, je me suis dit, ça se trouve, Audrey, elle avait pas compris ça. Non, excuse-moi. Mais parce que je les appelle pas points d'expérience, je les appelle points de lien. Enfin, voilà, donc toutes mes excuses. Donc voilà, je sais que pour Ridger, il les a pas du tout utilisés. Donc oui, en fait, dans la tête de Keri-san, pour Ridger, il considère pas que la partie a commencé, puisque il considère pas que ce qui se passe est suffisamment d'intérêt pour commencer à investir les points de jeu dans le jeu. Donc je pense que c'était quelque chose à ce niveau-là, mais qui pouvait s'expliquer aussi par les personnages. Moi, ce que je comprends pas, Antoine, c'est pourquoi t'as pas commencé à répartir des points d'expérience. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, en fait, du coup, que tu joues pas au jeu, en fait, que t'as pas commencé à jouer avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Je vais bugger le système. Alors, je comprends la motivation. Ceci dit, je comprends du coup mieux la motivation de ne pas dépenser les points depuis que t'en as parlé, en disant, j'ai envie d'interagir le moins possible, etc. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que tu refuses du coup l'interaction et donc le jeu, quoi, quelque part. Alors non, parce que ces points-là me serviront sur des enjeux que j'estimerais stratégiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu de résoudre les petites querelles de village n'est pas un enjeu majeur, ni pour le monde, ni pour mon personnage. Et c'est comme ça que Ridger le voit. Ouais. Et c'est pour ça que Ridger ne s'implique pas dans ce truc-là. Et il y a autre chose aussi. Il y a le fait que Ridger, c'est un créateur. Et je pense qu'il y a une part de frustration de dire je joue dans l'univers de Classis, en fait, sur lequel je ne suis pas maître de la création dans cet univers-là. Et que j'ai pas la main créative et j'ai pas le final cut sur cet univers, parce que cet univers ne m'appartient pas. Contrairement à l'univers de Sens, dans lequel je suis légitime à y écrire ma propre histoire. Je comprends, ouais. Et Bull, et c'est pour ça que Bull est aussi un personnage effacé, c'est que Bull le dit souvent, je ne suis pas légitime dans la mission qui m'a été confiée. Ça, c'est vrai. Parce que pour lui, c'est quelque chose, il est pas, Bull ne peut pas être un des initiateurs de cette histoire-là. Il est forcément un peu le spectateur de cette histoire qui a été écrite par Classius. Classis, pardon. Amir? Et pourtant, Classis nous le dit bien, l'intérêt que nous y soyons dans cette histoire, c'est qu'on peut s'approprier la création. C'est le point de vue de Classis. Et Ridger ne le partage pas. Il veut justement prouver qu'il ne... Et il veut prouver qu'il ne le partage pas. Après, s'il y a des enjeux majeurs sur lesquels Ridger est capable de décoder le fait de dire « Ah oui, là, ça va influencer notre histoire. Là, je vois la porte qui va nous mener vers quelque chose qui va nous apporter un gain ou une compréhension de notre monde. Il y aura un investissement. Mais tant que ces enjeux-là ne sont pas sur la table, Ridger a du mal à s'impliquer parce que pour lui, Classis lui raconte une histoire, et d'où la blague sur les centaurettes. Mais donc Bull est juste à l'écoute de l'histoire, en attendant de se dire est-ce que vraiment à un moment on aura la main mise pour être créatif dans ce monde-là et pour pouvoir y apporter quelque chose, et que ce monde-là nous apporte quelque chose en retour. D'ailleurs, on peut reboucler avec la question des règles. Ce sont les règles de Classis dans ce jeu. J'aime beaucoup votre manière de voir les choses. Et du coup, voilà, on expérimente, mais à travers des règles sur lesquelles nous n'avons pas la main. Donc, Alors je thésaurise des points en me disant aussi, Antoine, si jamais il y a quelque chose, j'ai ce pool de points que je peux massivement investir d'un coup et faire basculer le jeu. Pas tout à fait, parce qu'il y a des règles que tu peux pas dépasser sur l'allocation des points. C'est très intéressant. Désolée. J'ai pensé avant toi et je ne sais pas. Si. Sur les points, qu'est-ce que tu veux dire, sur les points de lien, tu m'as dit on peut pas dépasser 10, machin. Ah, pour un seul et même lien. Mais tu peux faire plusieurs liens. Tu peux faire 4 liens à 10. Par exemple,
dans l'une de mes stratégies imaginées par Ridger, c'est de dire, voilà, moi j'ai 15 points de lien avec Ambruine, qui est l'un des maîtres d'air, une maîtresse d'air. Si du jour au lendemain, j'investis 40 points de lien en plus et monter à 45, quel va être l'impact sur le jeu? Et là, je crée quelque chose vraiment fort en termes de création à l'intérieur de la création. Parce que c'est pas une petite montée progressive, ce sera un grand œuvre d'un coup. Tu veux que je te dise, ton personnage, t'aurais pas dû l'appeler Bulle, t'aurais dû l'appeler Barrage, quoi. Parce qu'en fait, c'est exactement ça que tu es en train de me dire. En fait, en gros, je cumule en fait un énorme pool de points pour à un moment donné pouvoir tout lâcher, quoi. C'est ça. Le moment où je vais lâcher, par contre, le monde va être franchement différent changé, après. Quoi. Et je vais en modifier très clairement l'aiguillage. Mais ça, je comprends parfaitement. En fait, c'est un point de vue. Regarde par exemple Julien. Lui, Julien, il a pris un parti complètement différent. C'est-à-dire, en fait, il égrène en fait ses liens à travers le monde entier. Les PEX, on va rappeler pour les auditeurs pour bien comprendre cette discussion. Les points d'expérience, ils servent à quoi? Ils servent à créer des liens sur votre personnage. Ensuite, il y a des points de rayonnement qui servent à transférer les liens que vous aviez sur votre personnage sur des PNJ. Lorsque ces PNJ ont obtenu, on va dire, suffisamment de liens de votre part, ils deviennent apprivoisés à vous et vous pouvez, à ce moment-là, prendre l'autorité sur ces personnages. La preuve, c'est que je ne joue pas le démon de Julien. C'est Julien qui joue son démon qu'il a forgé lui-même. Je ne joue pas vos armes. Je ne joue pas les myriadiens apprivoisés que vous avez. Un petit peu lorsque vous me demandez de le faire. Si vous me sollicitez, si vous me dites « qu'en pense machin, qu'en pense ceci », là, je n'hésite pas à les jouer. Autrement dit, j'attends votre permission et votre aval pour les jouer. Autrement dit, si on réfléchit bien, les points d'expérience dans ce jeu et les liens, c'est une façon pour les joueurs de cesser justement d'être des centaurettes, de s'approprier l'univers et de se substituer progressivement au meneur de jeu. Plus tu vas jouer à sens néant, moins tu auras besoin du meneur de jeu parce que plus les personnages qui seront importants pour toi seront sous l'autorité soit d'un PJ, soit de toi-même. Et donc, du coup, les interactions sont différentes. En retenant tes points d'un point de vue de meneur, hein, là, je te donne... En fait, tu fais l'opposé complet de ce que tu as l'intention de faire. Mais c'est normal, parce que tu me dis, oui, mais le jour où j'aurai l'intention de le faire, là, je vais le faire bien. C'est ça que tu me dis, quoi. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cette stratégie de rétention? Tu vois, pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt que d'égrener comme Julien? Alors, Julien se rend maître du monde, là. Ouais. Alors que toi, tu en es dépossédé par le fait. Parce que Ridger crée des œuvres. Ridger crée des œuvres marquantes. Il n'égrène pas. Un gros truc qui bouleverse. C'est ça. Il fait des bouleversements. Il est dans c'est un personnage passionné. Donc. Mais qu'est-ce que c'est que bouleverser? L'œuvre, par exemple, qui a été construite par Amir à un moment donné, par Mont-Ardent, tu sais, avec les pierres, quand il les a entassées les unes sur les autres. Tous les gens qui passent sur ce chemin verront ces pierres entassées. Sur combien d'années? Mais tu vois, on en arrive à ça. C'est en fait, des pierres. Là, on en arrive à une discussion, je trouve, qui est vraiment qu'est-ce que c'est que changer le monde? Est-ce que c'est faire un grand spectacle? Est-ce que c'est le World Trade Center? Ou alors est-ce que c'est tranquillement, tu vois, plutôt que de faire un grand coup d'éclat qui marque le monde entier? Ou alors est-ce que c'est pas constamment, chaque semaine, sortir un podcast, tu vois, tranquillement, une petite discussion comme ça qui a l'air de rien? Ah ben, au titre d'Antoine, j'en suis convaincu. Maintenant, au titre de Ridger, c'est pas sa façon de voir. Donc justement, je t'interroge, pourquoi c'est pas sa façon? Quels sont tes arguments pour défendre cette position? Parce que, en fait, comme Sens nous est présenté comme un univers prédéfini, sur lequel on a que tout est déjà écrit. C'est le principe même de l'intrigue principale qui nous met le pied à l'étrier. L'idée de ce personnage qu'est Ridger, c'est de dire vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait le déterminisme dans lequel vous essayez de nous positionner, je vais le faire éclater, mais éclater dans le sens ça va être spectaculaire. Ouais, c'est ça. Il faut que ça se voit, que si j'égrène petit à petit, oui, il y aura du changement, j'en suis persuadé. En revanche, ce sera moins fantastique, ce sera moins visible. Ouais, et moi, ce que je veux, c'est que Myphos, au final, se dise
là j'ai un grand raté quoi. Comme alors je ramène au podcast sur les premiers podcasts qu'on a enregistrés, comme dans le combat sur Graveur avec le Graveur. Et on était vraiment moi j'étais vraiment dans cette dynamique là de dire je construis mon grand œuvre et toi tu n'arriveras pas à ma cheville. C'est parce que je suis là pour bouleverser le monde. Ouais. Révolution et non la réforme. C'est exactement, ouais, tout à fait. Bien résumé, Amir, vraiment. Non, en tout cas, c'est intéressant, tu vois, comme choix. Et moi, je peux te dire en termes de design et je mets les meneurs de sens qui se retrouvent confrontés à ce type de joueurs. C'est très dur. Parce que pour moi, c'est comme si tu refusais de jouer à mon jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce à dire que je ne respecte pas le contrat social du jeu ? Ah ben si, tu respectes complètement le contrat social du jeu. Et en plus, tu le justifies par un personnage. Enfin, tu vois, toutes les tu joues à sens, là. À travers les justifications que tu donnes. On voit bien, t'es pas dans le truc, non, je vais te faire chier, Romaric. Non, c'est pas ça. T'es en train de dire, je veux répondre à sens de cette manière-là. Maintenant, si... T'es bel et bien en interaction. Ce que je veux pas non plus, c'est que ma posture bloque le jeu. Est-ce que ça la bloque pour l'instant ? J'ai pas l'impression. Mais je veux pas mettre en difficulté la table par une posture de joueur, sachant que je suis capable de jouer autre chose, si tu veux, et je suis pas bloqué sur l'idée. Ce que je veux te dire, Antoine, c'est que beaucoup de meneurs de jeu pourraient avoir le sentiment que c'est ce que tu es en train de faire. Que tu es en train de faire de l'anti-jeu, en fait. Concrètement. Ouais. Tu vois ? Et du coup, moi, je me suis retourné à plusieurs reprises, notamment en fin de soirée vers vous, en te demandant, à Antoine, mais aussi à Audrey, parce que je voyais pas très bien dans quelle démarche était Audrey. Je me retournais souvent sur le coin de table en disant mais vous vous amusez là, vous jouez, et là je veux dire Romaric à Audrey et Antoine, tu vois, est-ce que ça vous plaît ce jeu ou pas, et aujourd'hui encore j'ai encore des doutes, tu vois, je sais pas quoi. Donc c'est quoi votre réponse, ça vous plaît ou pas, moi ça me plaît parce que j'aime aussi ce type de jeu qui est un type de jeu plus contemplatif, plus passif, où je regarde les autres évoluer, je me dis ah ouais ça c'est une bonne idée, ça c'est bien joué, là-dessus. D'accord, tu te fais pas chier concrètement, quoi. Non, et puis... c'est pas que tu n'interagis pas avec les PNJ parce qu'ils t'emmerdent pas. C'est pas qu'ils t'emmerdent, mais c'est que c'est vraiment une posture de joueur de dire non, je vais faire un truc à un moment donné qui sera bourrin. Complètement. Et et d'ailleurs, je reprends la main quand je joue Ridger, c'est-à-dire quand Classis nous interroge. C'est là où je me lève, où je reprends la main, où je coupe la parole des autres exprès. Je leur dis attends, laisse-moi finir mon raisonnement. Là, j'ai pas fini. Laisse-moi t'expliquer. Voilà. Putain, ok. Moi, je l'avais vu comme un désir. Putain, c'est dingue. En fait, t'es encore dans le roleplay à ce moment-là. Moi, je l'avais vu plutôt comme un désir d'Antoine de revenir au vrai sens entre guillemets. Et que Sens Néant, ça me fait chier. Donc, quand on joue à Sens, vraiment, pas du tout. Je joue deux personnages qui ont vraiment deux attitudes très différentes vis-à-vis du jeu. Putain la vache. Et donc tu joues bien parce que tu vois, je l'ai pris pour moi. Tu vois, j'ai vraiment. Ok, c'est intéressant. Et donc, tu t'éclates autant dans Sens Néant que dans l'autre, dans Sens Aurette que dans... Ah bah oui. Okay. Sens Papillon que dans Sens Papillon que dans Sens... Sens Aurette. C'est pas son truc. Oui. Alors c'est vrai qu'après donc cette interruption, on a fait aussi un passage dans l'alarme de Classis, donc dans le monde réel entre guillemets, qui a été quand même un moment intéressant dans la mesure où assez violent. Classis vous a raconté toute son histoire. C'est un peu toute l'histoire qui nous manquait dans Sens Renaissance et dans Sens Mort. Donc c'est un peu le truc auquel... Et là, d'un seul coup, entre deux sessions, là, venez, on va chercher des cookies et tiens, je vais vous raconter en fait ma vie. Ah, c'est ça le truc auquel on court depuis 2 ans, 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il a un peu balancé tout ce qu'il avait, quoi. Alors ça, il faut savoir que... Il n'y a pas de doute. Théoriquement, dans la base, on doit distiller en fait ces informations à travers les dialogues en fait, avec Classis. Et là, en fait, j'ai fait le choix de faire ça pour une raison simple, c'est que comme on joue sur des week-ends, si je distillais ces informations, j'avais peur qu'elles se perdent en fait, ou vous en ayez un peu rien à secouer parce que vous êtes plutôt dans Sens Néant et pas dans... Je me suis dit, on va se débarrasser entre guillemets de ce qui se passe dans l'alarme de Classis de ce point de vue-là, du point de vue des révélations d'un seul coup. Comme ça, on va pouvoir se concentrer véritablement sur le contenu de Sens Néant, quitte à, quand vous en avez envie, à ce moment-là, faire des incartades et revenir dans l'alarme de Classis pour jouer des scènes particulières. De façon à ce que moi, j'ai pas d'agenda et que ce soit vous qui lidiez. Ça, c'est un peu un choix lié au format en fait de nos rencontres. Comme je le dis, parce que en temps normal, on jouerait 4 heures par semaine. Je ferais pas du tout ça. J'aurais distillé en fait au fur et à mesure. Mais là, comme on joue un gros week-end, je préférais tout
tout, comme on dit, lâché la purée, quoi. J'ai fait mon Ridger, j'ai fait péter le barrage, j'ai tout lâché. Et comme ça, ça c'est fait. Et vous pouvez maintenant vous occuper vraiment plus de vos personnages et faire plus de. Et surtout vous occuper de la campagne de Sens Néant. Et ça a changé le monde. C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? Ça nous a donné pas mal d'informations qu'on n'a pas encore bien digérées d'ailleurs. Donc d'ici la prochaine session, on va. Et peut-être que je serai amené à vous raconter des éléments parce que justement, entre-temps, vous allez comprendre certaines choses et tout. Donc en fait, le discours de Classis, moi je l'ai fait d'un seul coup, mais je pense que je serai amené à le refaire et qu'au fur et à mesure que je le referai, que je redirai ce que Classis a à dire, ça va se compléter en fait dans votre esprit. Donc au final, soit on distille petit à petit, on laisse les joueurs digérer chaque chapitre de l'histoire de Classis. C'est-à-dire, on peut commencer par son enfance, son adolescence, enfin sa mission avec Bran, puis ensuite la fin, où c'est comme ça que dans la base c'est présenté. Ou alors faire comme moi, tout balancer d'un coup, mais le balancer plusieurs fois en fait, de façon à ce qu'au fur et à mesure les joueurs fassent les liens et comprennent. Les deux se valent à mon avis. Ça dépend encore une fois du format en fait qu'est le vôtre dans la campagne. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu mieux les enjeux de la fiction de Sens Néant, à vous impliquer davantage en Sens Néant? Est-ce qu'il y a toujours ce problème d'implication qu'il y avait au cours de... toi, je sais, Julien, tu me regardes genre, non, moi, j'ai pas de problème d'implication. Mais je pense surtout pour Audrey. Surtout pour Audrey. Antoine nous a déjà bien livré sa pensée, mais toi, Audrey? J'ai pas tellement de problèmes d'implication. Si on remonte à ce que tu demandais à Antoine tout à l'heure, moi je joue Lexa aussi. Typiquement, tu vois, j'ai pas du tout le même vocabulaire, ni le même phrasé, ni la. Quand je suis Éclat ou quand je joue Lexa. Donc j'ai pas de problème d'implication de mon personnage de Lexa dans la fiction, ni de Audrey dans Lexa, ni de Audrey dans Éclat. D'accord. Et Éclat, tu t'éclates à jouer Éclat? Mais oui, mais en fait on n'a pas arrêté de te le dire, mais tu te doutes toujours, tu es plein d'ombre, arrête de regarder dans les ombres. Je suis plein d'ombre. Écoute la lumière. Okay, donc non, j'ai trouvé que c'était plus intéressant peut-être ce matin parce que justement on goûte un petit peu plus au fondement de l'univers et c'est ce qui importe, c'est ce que Éclat cherche à comprendre. Voilà, d'accord. Okay. Du coup, voilà. Donc là c'est, elle fait peut-être plus de choses. Les mystères auxquels on est confronté sont aussi plus complexes. Ouais, là, sans compter que donc il y a une partie des personnages qui a découvert l'acide hier après-midi, mais moi mon personnage l'a découvert hier matin. Ouais. Du coup, toute la partie de découverte de l'acide qu'ils ont eu eux, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Mon personnage n'a rien appris à ce moment-là. Okay. Donc, comme c'est un personnage qui poursuit la connaissance sur le monde et qui pense que c'est comme ça qu'il pourra sauver sa race et servir le mieux à Zélise, voilà. D'accord, ok. Et la cohésion du groupe dans tout ça? Bon, je vais peut-être finir par laisser parler les autres. De mon point de vue, la cohésion du groupe, ça va passer de plus en plus par ces enjeux majeurs dont parlait Audrey, qui sont liés à la connaissance. On a commencé on a commencé à en faire sur le bas-relief, où on a dû tous se réunir pour aller chercher la connaissance parce qu'on faisait une recherche sur les fameuses armes des Ultima. Ouais. Des Ultima, des Irritants. Ouais, on essayait de comprendre le monde, en tout cas, à travers le prisme de ce bas-relief, et sur lequel on a été obligé d'y aller à 4, on a été obligé de se regrouper pour... de ça est née, pour moi, un peu la cohésion de groupe. L'adversité était juste trop grande pour qu'on soit seul à s'en occuper, quoi, en fait. Moi, je suis descendue à 4 points de rayonnement, et donc il fallait... aussi le personnage d'Amir à 3 et donc on avait besoin d'être tous ensemble pour réussir à aller plus loin. Très bien, ouais. Donc là tu vois on atteint pour moi, alors là je suis désolé, c'est pas un ressort très original mais c'est super efficace. Ouais. Je parle un peu de ma tambouille en tant que meneur parce que je pense qu'il y a beaucoup de meneurs qui écoutent cette émission de Sens Néant. Là on atteint pour moi les limites du sens papillon, c'est-à-dire qu'en fait sens papillon c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est tellement facile, entre guillemets, à résoudre qu'un seul golem ou 2 golems, en se succédant sur certaines actions, peuvent résoudre l'enquête.
et que quelque part, en fait, il n'y a pas cette nécessité de faire de s'allier, de trouver les ressources de chacun, et l'utilité en fait des ressources de chacun pour résoudre le problème. Et donc en fait, moi là, par exemple avec cette table, je vais aller contre la doxa des meneurs, la plupart des meneurs de sens. Je pense que je vais arrêter le sens papillon et que je vais vous balancer la campagne en pleine gueule en fait. Parce que, et là je vois, tout le monde est là. Oh Donc voilà, parce qu'en fait, moi je pense que. Moi j'aime bien les papillons. Fais des sessions Skype avec Amir et Julien pour faire du sens papillon, et puis nous, avec Antoine, on vient à la barreau. Je me suis fait plein d'amis pour jouer 15 chemin, heures et en prendre plein la vue. C'est. Ah non, mais nous on veut les deux. Vous avez les deux. Il y aura les deux de toute façon. C'est-à-dire que, évidemment, dans la campagne, il y a aussi une phase d'exploration de l'univers. Mais oui, là, je sens que vous avez besoin, en fait, que l'histoire elle commence, en fait, que vous êtes là. Et en partie aussi pour cet argument que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans Sens Mort et Sens Renaissance, on est au cœur de l'histoire, en fait. Et que là, d'un coup, se retrouver à gérer des petites affaires de comptabilité dans un village quelconque, bah, ça nous intéresse pas tellement, quoi, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être au cœur des enjeux du monde, quoi. Ça va même ramasser des Pokémon. Voilà, c'est ça, ouais, on en parlait, c'est exactement ça. Sens Néant, c'est vraiment du Pokémon, pour le coup. Donc voilà, donc je pense que je vais lancer la campagne. Allez, rapidement ou pas d'ailleurs, on a du temps. Est-ce que vous pouvez chacun faire un petit tour de table pour citer une des scènes de cette session qui vous a le plus marqué ou qui vous a semblé le plus représentatif de la partie ou de ce que vous faisiez? Amir. Eh bien, pour moi, je ne sais pas si c'est pour le cas pour Mont-Ardent, mais pour moi, ce qui a été le plus représentatif, c'était justement la scène du bas-relief, où on s'est tous réunis, on a tous trouvé un intérêt ou un autre dans l'histoire de Lumnos et la forge des armes. Voilà, il tombe sur un bas-relief dans l'arène de Flamme qui a été construit et bâti par Lumnos. Je résume la fiction pour qu'on puisse bien comprendre. Et du coup, vous explorez ce bas-relief à tel point que vous sortez, en fait, à un moment donné, vous allez carrément sur les mantis qui ont de son forgeron et non plus du bas-relief lui-même, et que vous arrivez sur les souvenirs de Lumnos, en fait, qui est son... forgeant les armes des Utrima et des maîtres irritants. Et donc là, on trouve un certain nombre d'informations qui finissent par nous amener à des théories sur le cadran et autres. Et on s'est tous creusé la tête sur des trucs différents, mais à partir de la... Et pour toi, ça, c'est du sens, quoi. On se prend la tête sur... en tout cas, ça a été marquant pour la session d'hier ou d'aujourd'hui. D'accord. Pour les sessions. Audrey, ton point de vue. Alors, le bas-relief, donc je vais vous jouer éclat. Le bas-relief n'a pas été construit par Lumnos, il a été construit par l'Utrima de Terre sous les ordres de la déesse de l'air. Mais voilà. Donc, on est fait quand même effectivement remonté jusqu'à Lumnos. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'était de découvrir les liens entre l'assassin et Lumnos. D'autant plus que je suis un golem de lumière. Voilà. Donc Lumnos est un ancien Utrima de l'école de la lumière. Donc, Alors, Antoine, même question. Quelle scène t'as marqué? Et après, Audrey, tu n'y échapperas pas. Je te poserai la même question après. Hein, parce que là, t'as corrigé Amir, mais c'est la scène du bas-relief aussi qui t'a marqué. Ah ouais, d'accord, ok, je pensais pas. Je pensais que t'avais une autre scène en tête. Ça roule. C'est cette partie-là de la Attends, prends ton micro, sinon ne t'en tape pas. C'est cette partie-là de la scène, justement, qui m'a... C'est les relations. Découvrir les relations entre Lumnos et l'assassin. Excuse-moi, ok. Voilà. Ah oui, donc c'est en fait finalement la fin de l'exploration du bas-relief, plutôt vers la fin, là, quand on commence à arriver... Oui, parce que pour Éclat, c'est une vraie découverte. Les relations entre Lumnos, que sans doute elle idéalisait beaucoup, qu'elle elle le voyait autrement. Ça change ses perceptions, en fait, énormément. Et du coup, ça change aussi ses perceptions sur le monde, sur l'école de foi, sur comment traiter l'acide, à quoi ça sert l'acide. Est-ce que c'est peut-être beaucoup plus neutre que ce qu'on envisage? Antoine, scène marquante. Alors je rejoins les deux autres, de toute façon. Ah oui, vous êtes vraiment dans cette... Là-dessus, je pense que l'enjeu a fait que on a eu envie de s'impliquer vraiment dans cette scène-là, et on a tous cherché à y porter notre pierre à l'édifice pour le coup. Et ce que je noterais qui m'a particulièrement plu, c'est cette bascule à 2 niveaux.
C'est-à-dire que dans cette scène-là, il y a eu la fiction qu'on jouait et dans lequel on était impliqué par le biais de nos personnages à découvrir un certain nombre de secrets sur le monde, et le fait qu'on bascule ensuite sur nos personnages de sens pour débriefer de ce qu'on était en train de ce qu'on était en train de voir. De découvrir, ouais. Et je trouvais intéressant ce tac-tac là où on passait de ce va-et-vient dans lequel on passait de l'un à l'autre. Je trouvais ça très, très riche en fait en termes de jeu et en termes de capacité de jeu entre les personnages, quoi. Clairement, c'est une des thématiques de Sens Néant. Le fait qu'on passe de personnage à personnage, en fait, ça c'est hyper important. Et moins de joueurs à personnage, comme ça peut arriver dans Sens Normal, par contre, je trouve, où les cellulistes peuvent parfois discuter entre eux, en fait, plus à travers leur simulacre, mais plutôt en train de faire des hypothèses. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors que là, on a une bascule à 2 niveaux, effectivement, comme tu le disais très très bien, Antoine, avec personnage. Donc, on ne cesse de faire du jeu de rôle, en fait, à tout moment. Julien, ta scène la plus marquante pour cette... Je pense qu'en termes de groupe, etc., effectivement, ça sera probablement une scène qui restera importante. Moi, j'ai bien aimé aussi l'exploration de la citadelle de l'alchimiste, qui était où mon personnage était un peu plus central, parce qu'il était appelé, qu'il voulait y passer et que les autres l'accompagnaient, mais où on a tous pu explorer et où on s'est aperçu que en faisant un petit chemin de traverse pour aller voir quelque chose, un petit détour, ouais. Et on tombait sur un personnage qui était donc le personnage de Rayon, qui avait habité là, qui est probablement le père de Pulsar, et puis qui avait une doxa un peu différente, qui avait inventé un nouvel élément. Donc voilà, il y a cette idée que quand même, si on va chercher en dehors de la grande histoire officielle où on retrouve de la trace d'acide, il y a des voies divergentes, et que peut-être ça va être un enjeu, puisqu'on se retrouve à devoir, par rapport à un cadran en 6 éléments qu'on connaissait déjà dans le sens mort et qu'on avait réintégré dans le sens néant, en sachant qu'il y avait une traduction entre les deux, puisqu'on avait rencontré les fragiles qui nous avaient raconté que c'était possible. Là, on se retrouve à devoir rajouter deux nouveaux éléments, on ne sait pas trop comment les appeler d'ailleurs, qui sont l'acide, donc on a commencé à chercher où le mettre sur le dessin, et la foudre. Et donc là, Audrey et Amir, à travers probablement Ridger et Nexa, Milan et Nexa, ont commencé à faire des dessins et à se poser la question, mais alors, le fameux symbole de sens, le carré croisé, alors comment est-ce qu'on prend en compte les différents, les nœuds, enfin les points de rencontre des lignes, les lignes, qu'est-ce qu'elles signifient? Est-ce qu'on en a vraiment 6? Est-ce qu'on n'en a pas 7? Est-ce qu'on n'en a pas 8? Est-ce qu'on n'en a pas 5? Voilà, moi j'avais la sensation que c'était la scène dans laquelle en fait vous étiez le plus impliqué. Et la raison que j'avais de ça, c'est que visuellement, vous étiez tous debout. Vous étiez tous en train de discuter les uns avec les autres. Là, je savais plus trop si c'était les personnages, les joueurs, je savais plus trop, mais vous étiez tous debout autour de la table, en train de faire des schémas, en train de penser, de dire ouais, ça se trouve c'est ça, machin. Au final, j'avais l'impression que c'était la scène du Bastion de l'Alchimiste qui vous avait le plus travaillé en termes de métaphysique, d'histoire, de relations, etc. En fait, moi, je les ai confondus un petit peu toutes les deux. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai résumé la première, j'ai parlé des théories sur le cadran qui sont en fait la scène de l'alchimiste. J'ai rien dit, mais la scène juste la scène de l'exploration du bas-relief que vous citez tous comme la scène, selon vous, c'est juste le scénario, en fait. C'est la scène c'est tout le scénario, en fait. C'est la scène où on a accepté de collaborer, en fait. Oui, c'est ça, c'est le trigger, le déclencheur, en fait. Ouais. Où là, vous êtes dit, parce que seul, aucun d'entre vous n'aurait pu aller aussi loin dans la vision, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à travers pour ça, là, je le dis encore une fois pour les meneurs qui nous écoutent, à travers cette scène, en fait, ils ont anticipé sur ce qui va se passer dans le scénario, parce que à travers l'exploration du sculpteur qui est l'humnose de la pierre qu'ils sont en train d'étudier, ils découvrent le testament de cet Antra qui se trouve à un miroir, et ils découvrent que l'Hymnos l'a mis au secret, et ils se demandent pourquoi, et en fait, vous allez voir que quand vous allez arriver à miroir, vous allez être confronté à ça, mais cette fois-ci dans la réalité, avec un gros guillemet, c'est-à-dire vous ne serez plus dans une exploration sentimentale d'un objet, mais capable d'intervenir. Inversement, est-ce qu'il y a des scènes, des moments qui vous ont un peu plus fait chier, vous êtes emmerdé? Emmerdé, non. Cette table est de plus en plus loquace. On sent que vous avez tous envie de parler de cette expérience. Un moment où j'ai lâché.
un petit peu l'histoire. C'est très bête, hein. Moi je fonctionne beaucoup par jeu de mots, comme on le remarque souvent. Et quand tu as parlé des faucons, Ah oui. moi, t'arrêtais pas de répéter. Alors il y a un faucon noir, faucon. Je pensais à des faux cons Ouais. et je n'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Et ça a duré. Une fois que j'ai perdu la concentration, ça a duré 1 heure. J'ai perdu 1 heure de l'histoire, donc hier soir. L'année dernière, quand je t'ai parlé de Savane, tu m'as fait des blagues sur les papy Ah brossards. ouais, non, mais je fais tout le temps. Et résultat, moi, j'ai le souvenir que ça t'avait vraiment empêché, ça avait vraiment nuit à ton immersion. Je m'en rappelle plus, mais c'est très possible. Ouais. Je sais que je suis comme ça et c'est parfois difficile. Ah, Je peux pas m'empêcher de faire des jeux de mots. Ça, c'est intéressant. Faut utiliser des aigles. Voilà, ouais. Encore que il l'aigle va trouver. noir. Voilà, l'aigle noir de Barbara. Et ça. Moi, je me suis demandé si c'était pas une référence. On avait bien vu le Petit Prince. Julien, une scène peut-être un peu moins où tu as été un peu moins impliqué. Moi, j'ai pas eu de problème d'implication. J'ai eu des coups de barre parce que j'ai des moments où j'étais m'allongé, mais c'est pas grave. Je suivais d'une oreille. Il y a une scène qui a été un peu où j'ai senti une petite rupture d'immersion. C'est quand Classis balance tout d'un coup. Ouais. Donc j'ai accepté le principe, mais je pense que On y si reviendra. j'avais joué On mon en personnage, je pense que Kirisan lui sautait à la gorge. Je dirais, putain, t'as attendu tout ça pour nous dire simplement ça. Tu pouvais pas commencer par ça il y a 6 mois. Moi, j'ai trop adoré. J'ai adoré, mais je trouvais que il y avait une rupture d'immersion de cohérence, voilà, pour moi. Ouais. Mais c'est pas grave, je l'ai accepté comme joueur et je comprends le présupposé. Et Moi, je l'ai pris comme. Enfin, Lexa l'a pris comme une farce de Classis. Donc, ça l'a pas étonné du tout. Au contraire, c'était juste très, très bien. En même temps, ce Classis qui est dans cette là. Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-moi. Ouais, moi je pense aussi, comme Audrey, que c'est très lié au personnage, finalement. Et que cette révélation vienne de Classis n'est pas en soi choquant. Ça aurait été choquant sur d'autres personnages beaucoup plus posés et beaucoup plus linéaires de l'univers de Sens. En fait, on a souvent dit que Classis est un clown triste. Vous avez beaucoup vu son côté clown, un peu moins son côté triste. Et je sais pas si vous sentez que dans l'alarme de Classis, vous avez beaucoup plus à faire au personnage, si je veux dire, authentique. Pas à ce clown qu'il joue. On avait bien senti que Voilà. la tristesse, mais on savait pas d'où ça venait. Maintenant, vous en savez un petit peu plus. Sans compter que dans sa fiction, toutes les histoires d'amour coûtent terriblement au protagoniste. Hein. Ouais. C'est l'horreur. Tout Il à n'y en fait, a pas une. Il a une vision de l'amour très sombre. Ce Ah oui, Classis. oui, carrément, oui. En même temps, j'aimerais pas être à sa place. Il a une vision de l'amour où on y perd sa personnalité. Hein. On y perd son moi. Ouais. On y perd ses liens, on y perd son cadran. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Tout se dilue dans l'acide. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres commentaires, des réflexions à faire sur qu'est-ce que vous attendez de la suite de l'histoire Alors, j'utilise beaucoup d'ailleurs vos rêves, vos descriptions en fait dans les ombres pour sculpter l'avenir à titre personnel. Mais parce que justement, j'y vois là un peu les souhaits de vos personnages, ça me permet de savoir à qui. Tiens, par exemple, je vois que le personnage d'Amir, il se focalise beaucoup sur l'assassin et que son objectif, c'est vraiment. Il lande ses rêves, c'est des cauchemars permanents autour de l'assassin. Donc, je sais que Amir, en tant que joueur, a hâte d'en savoir plus sur l'assassin. C'est comme ça que j'utilise vos rêves. Et la prophétie autoprédictive de Julien va se réaliser. Tu penses à laquelle, Amir, quand il dit ça Au principe de prophétie autoréalisatrice. Et en plus, Milan est déjà dans le je ressemble trop à Miphos. Oui. Et donc Aussi. que son personnage soit obsédé par le grand méchant de l'histoire, vu que le joueur est déjà obsédé par le grand méchant de l'histoire, c'est une espèce de truc qui se reproduit. C'est logique. Mordant est joué par Milan, c'est pas un hasard. Oui, bien sûr. Quelles sont vos attentes, vos hypothèses sur la suite de l'histoire? Si vous pouviez m'aiguiller, ça m'aiderait. Ce qui intéresse Éclat, c'est un truc que je vais appeler le mythe des origines, en fait. Alors, le mythe des origines des Sétantras, pour mieux comprendre... des Sétentriens, pardon. Ouais. Pour mieux comprendre, du coup, ces histoires de cadran, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on peut repousser les géants d'acide qui vont bientôt percuter le monde. Et le mythe des origines des humains, puisqu'il y a ce testament laissé par Sétantra qui représente la statuette d'un humain et qui renferme, on va dire, la voie pour ressentir, pour découvrir le sentiment ultime et
les conseils et les recettes de l'assassin concernant l'acide. Ça, c'est le point de vue d'Éclat. Sur les humains, il n'y a pas que ça, il y a aussi la prophétie dont vous avez parlé, Polygone. Ouais, tout à fait. Qui annonce la prophétie de l'air. La venue les enfants des de fils de l'air qui auront une force. Voilà, c'est le second mythe des origines, quoi, cette statuette. En ce qui concerne Lexa, ce qui l'intéresse, c'est de voir... c'est la question du déterminisme, en fait. Ah, oui. Voilà. Ce qu'elle expérimente dans ce monde, c'est la question du déterminisme. Je ne veux rien dire là. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la promesse est là. On te dit, voilà, le but, ça va être de découvrir l'ultime sentiment. Donc, en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est là, ton désir et tes attentes sont parfaitement coordonnés avec ce que te propose le jeu. Parce que Lexa est un personnage hautement chaotique. Et attiré par les ténèbres, par le sombre, par tout ça. Et du coup, est-ce que fonctionne la question qui la ronge, c'est est-ce qu'elle est un bug? Elle est heureuse d'être un bug? C'est quoi être un bug? Est-ce que vraiment on va avoir de l'influence sur le monde, et est-ce qu'on va pouvoir le changer face à Miphos en fait, ou pas uniquement des jouets? Tout à fait. Et donc là, en fait, ce que lui propose Classis, c'est d'expérimenter ça dans un microcosme. Très bien, c'est super intéressant. Antoine, alors toi, je t'ai vu prendre des notes là. Qu'est-ce que tu notes? Non, c'était juste pour pas oublier, mais je suis assez d'accord avec Audrey une fois encore sur le déterminisme, et on en a parlé tout à l'heure. Il y a autre chose, moi, qui motive mes deux personnages finalement, qui sont un peu dans la même lignée, c'est cette relation à l'amour, parce que Ridger est persuadé que c'est hyper important. Que de sa relation avec Helium va naître la paix. Et donc, la relation de Bull et Ambrine n'est jamais que l'écho de ça. Ouais. Et je veux démontrer à Classis que l'amour peut vaincre de manière positive. D'accord. Et c'est l'une des grosses interrogations du personnage, et qu'il a partagé avec plusieurs PNJ. C'était de savoir pourquoi, à ce moment-là, l'amour fait à ce point souffrir, alors que pour lui, cet élément-là fait partie de la solution. Et actuellement, il ne voit que cet élément-là comme faisant partie du problème. Et tout le but de Bull va être de démontrer que l'amour peut aussi faire partie de la solution. Alors c'est très 5e élément, la façon dont j'en parle. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais comme Ridger a déjà cette problématique-là, ça me paraissait intéressant d'emmener cette problématique-là dans le monde de Néant. Ça va être vraiment intéressant. Est-ce que c'est, moi, je pense aussi à l'avenir et aux choix du coup que je vais te poser, et les questions que je vais te poser, et les problèmes que je vais soulever, et je me demande comment tu vas y répondre. Moi, ce que je vois surtout, c'est que Classis vous dit, bah voilà, moi j'ai une histoire, je vais me servir de vous pour la modifier. Et moi, ce que j'entends, c'est Antoine qui me dit, non, n'inverse pas les rôles. C'est moi qui me sers de Classis pour vérifier, pour faire mes expériences et vérifier mes hypothèses. Ça, je trouve ça intéressant, ce renversement, en fait. Aussi. C'est pour ça que au début, je suis obligé de le laisser dérouler, son histoire. Pour aller au plus bas, pour ensuite pouvoir rebondir. Oh là là, ça va être tellement bourrin. Je sais pas ce que tu vas proposer, mais je pense que ça va être tellement Je sais pas, j'improviserai comme d'hab. Comme d'hab. Julien. Moi, je pense qu'avec Kerry-San est bien sûr intéressée par la dimension métaphysique de l'univers, parce qu'elle a des soucis métaphysiques du fait de sa transformation à l'ombre monde, mais qu'est-ce que ça signifie ? Candria. Et donc toutes les transpositions entre les deux univers l'intéressent et m'intéressent. C'est-à-dire, est-ce que l'ombre monde c'est l'équivalent de l'Alvéa ? Qu'est-ce que ça veut dire, si c'est l'équivalent de l'Alvéa, de se retrouver dans un univers actuel où l'ombre monde a été d'un seul coup non plus le lieu des fantasmes, mais le lieu de la réalité, où d'une certaine manière il n'y a plus de différence entre le rêve et la réalité, et donc c'est un monde sans rêve. Et est-ce que c'est pas ce qu'ont créé Cosmo et Rebirth? Il y a eu des hypothèses, parce que là, ce qui est dommage, c'est qu'en podcast, on n'en a que des extraits, mais au cours de la partie, vous avez fait des hypothèses de haute volée sur l'univers de sens, sur les liens avec le... parce que
ce podcast leur rend pas honneur à ces hypothèses-là. Franchement, en fait, ce qu'il faudrait qu'on enregistre presque dans votre cas, plutôt que le podcast après, c'est la partie, parce que c'est pendant la partie que vous faites. Là, par exemple, l'hypothèse que tu es en train de dire en disant, mais en fait, finalement, le problème entre le monde et l'ombre-monde, c'est que comme les gens n'ont pas de rêve, n'ont pas de désir, croient que rien n'est possible, bah finalement tout se passe comme prévu, quoi. Exactement. Enfin, ça, c'est une belle hypothèse. Ça, quand même, et pourquoi vous, justement, les bugs, vous êtes ce que vous êtes, tu vois. C'est la théorie de Kerry-san, après avoir essayé de faire la transmission en disant, mais tiens, l'Alvéa, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Est-ce que ça existerait dans notre monde ? Ah, ça pourrait correspondre à l'ombre-monde. Et dans ces cas-là, peut-être qu'au lieu de créer l'ombre-monde, Cosmo et Rebirth ont simplement stabilisé l'ombre-monde ou l'ont contraint dans la forme, qui est une forme qui est à l'identique de la réalité. Et est-ce que ça n'a pas tué la capacité de rêve et donc la capacité d'autodétermination des humains au moment où ils l'ont construit ? Donc qu'est-ce qui manque en fait avant l'arrivée des bugs dans le monde de Sens ? Des rêves, de la volonté, des rêves et de l'autodétermination et de l'autodétermination. J'ai trouvé que quand tu avais tiré sur cette pelote là, tu avais trouvé des belles choses. Quoi. Et du coup, tu as la double arrivée, c'est-à-dire que les bugs sont ceux qui ont une capacité non déterminée et les quadrillas sont des rêves. Parce que ce sont les équivalents dans le truc qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas prévus, qui n'existent pas dans la réalité. Qu'est-ce qui existe dans l'ombre-monde et qui n'existe pas dans la réalité ? Voilà. Donc, en voyant l'Alvéa comme un proto-ombre-monde... Et tu te souviens que les quadrillas, excuse-moi, je t'ai interrompu, que les quadrillas sont conçus comme des fantasmes, dans la mesure où, souviens-toi, c'est des créatures sans limite. Sans limite, ouais. Tout à fait. Donc il y a une cohérence encore à chercher de ce côté-là. Il y a la question que... on n'a pas d'équivalent d'acide dans notre métaphysique sensienne au niveau Ridger, Lexa, Milan et Kerry. Et donc, est-ce que ça existe ? Pour l'instant, le méchant, c'était globalement le Cosmo. Ouais. Mais là, le Cosmos, c'est l'équivalent de la lumière, c'est le dogmatisme. Mais en plus de la lumière, il y a le mensonge, il y a... Tu penses que dans Cosmo et Chaos, il va y avoir un grand méchant qui va se révéler encore plus balèze et badass que Miphos? Oh bah c'est ça, on s'en doute déjà avec le Kabuki, on s'en doute déjà avec Sens, on s'en doute déjà avec un truc qui est pas clair. On sait qu'il y a déjà des éléments qui échappent au système, mais simplement, on s'aperçoit qu'on a un univers où il y a 6 éléments, plus un 7e, qui est censé être la matrice primordiale de notre univers, on n'en a trouvé que 6 des éléments. Et donc, il y a un 7e, peut-être un 8e, il y a comment ça s'appelle, la foudre aussi. Donc, la foudre, la glace, mais la glace, c'est le mélange d'un élément et de la... C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on nous a dit. Et de l'acide. Et du coup, est-ce qu'il existe un acide dans la métaphysique du monde de Miphos ? Voilà. Juste une parenthèse, à un moment donné, Julien dit la chose suivante, il me dit, mais en fait, Classis, donc tu interromps la narration et tu dis, mais en fait, l'inverse de l'acide, c'est la base. Or, j'ai remarqué que depuis le départ, quand tu parles de la règle de ton jeu, tu parles d'une base. Du livre de base. Voilà, je laisse les auditeurs et les meneurs de sens qui nous écoutent avec cette réflexion. Qui est une boutade de Kaisan. Elle est très intéressante, cette boutade. Et je lui ai dit, tu es malin, Kerry. Je sais plus comment j'ai dit ça, mais... Tu es maligne, Kerry. Voilà, c'était un peu le gag récurrent de cette séance. À chaque fois que vous faisiez une bonne hypothèse comme ça, je disais, tu es malin, machin. Tu es malin, machin. Sachant que la première fois que ça avait été dit à Ardeur, c'était probablement l'acide ou l'assassin qui lui parlait. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Voilà. Et j'emploie le mot malin à dessein, hein, le mot malin qui recoupe des vertus diaboliques. Voilà, je ne dis que ça. Tes attentes, Amir, par rapport à la suite de l'histoire, tes hypothèses, tes attentes? Moi, à ce niveau-là, je suis plutôt passif. J'attends de voir ce qui se passe et je réagis. Je suis plutôt un réacteur. D'accord, ouais. Donc, les attentes, tu verras bien, quoi. Voilà, plus de la même chose, plus de surprises, plus de papillonnement et plus de gros trucs qui balancent dans le tas. On va voir, là, donc, voilà, plus de tout. C'est le moment, à mon avis, il va y avoir un moment où toi, tu vas te dire, là, c'est le moment où il faut agir. On verra Antoine, et du coup, c'est là que ça va passer. Audrey. Donc c'est un peu la quête des origines. Donc je disais, essayer de comprendre les liens qui animent le cadran. Donc les liens notamment entre les dieux finalement. Entre les dieux. Et du coup par saut de puce entre les incarnations personnelles des runes de Dieu dans ce sens. Quoi. Ouais.
Et aussi, un des premiers fils qu'on pourrait dénouer, ce serait un peu de chercher qui est cet unique enfant qui est né de la déesse de l'air et de l'Ultima de terre. Et donc vous avez entendu parler dans ce... Tout à fait, parce qu'il y a quand même Baronies. la prophétie de l'air derrière qui donne les humains, et bon, ça peut être intéressant. Et la place de l'acide dans le cadran. Voilà. Et pour vos personnages, parce que là vous faites un peu la lettre au Père Noël des Ça, joueurs. c'est pour éclat. Hein. Ça, c'est... Ah oui, donc il n'y a pas de distinction entre vos personnages et vos... Ah bah si. dingue, ça. Ouais, moi, je parlais comme si Comme, c'était... comme personnage, du coup. Ouais, comme personnage, comme éclat. D'accord, ok. Ouais. Parce que comme joueuse, tu as d'autres attentes? Comme joueuse, qu'est-ce que j'ai comme attente? C'est intéressant de voir s'il y a une différence entre les deux, en fait. Je suis curieuse de voir où ça va mener Lexa et comment ça va la changer, cette partie. D'accord, ok. Parce Donc, que le jeu, parce qu'on change et on apprend par le jeu. Et donc, j'aimerais que cette partie change quelque chose de fondamental pour Lexa. Et ça dit quelque... À voir encore quoi. Et ça dit quelque chose d'important, c'est que malgré tout, toi, Audrey, tu continues à jouer à sens, au sens monde des bugs. C'est ce qui compte, c'est surtout l'influence que cette histoire va avoir. Non, c'est les deux. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des... C'est un entonnoir. Oui. Parce qu'il y a... Enfin, pourquoi... Attends, quand je vais te dire pourquoi je dis ça, peut-être que je vais être plus clair. Parce que il y a beaucoup de gens qui passent dans Sens Néant et qui ne veulent plus en sortir. C'est-à-dire, en fait, pour beaucoup, Sens Néant, c'est le moment où Sens ne les intéresse plus. Ils préféreraient, limite... Interrogez autour de vous, regardez beaucoup de critiques de retour. Regardez par exemple la critique de Steve J sur Hugin et Munin, où il dit « Sens Néant, c'est le jeu pour lequel Sens, ça vaut le coup. » En fait, finalement. Enfin, je résume à gros traits sa pensée. Mais il y a beaucoup de gens pour qui Sens Néant, c'est le sens, en fait. Tu vois, il n'y aurait que ça. L'exalogique serait à brûler et on garderait que celui-là. C'est parce qu'il y a des papillons. On a plusieurs processeurs là-haut, donc si on n'est pas obligé de choisir, pourquoi est-ce qu'on choisirait? Non, mais tout à fait. Le type de fiction, tu vois, du moment qu'on y prend du plaisir. Non, mais voilà, c'est intéressant de voir que toi, tu gardes encore du recul et tu continues à jouer à Sens des bugs. Pas, tu vois, pas... Mais ouais, les deux. Amir, tous, ouais. Oui, je pense que nous quatre, on apprécie encore les deux. Et en fait, ce qui vous intéresse, c'est comment, après, à la fin de cette fiction, ça va... Et c'est notamment parce que j'adore mes deux personnages, en fait. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter avant de clore ce podcast? On t'aime. Merci, Audrey. Eh bien, merci. Merci, Antoine. Merci, Julien. Merci, Romaric. Merci, Amir. Merci. À très vite pour nos futures aventures. Sachant que là, en plus, on a presque rien fait. C'est-à-dire, on a fait la moitié de la première épreuve, si je me fie au bouquin. Donc, l'intro de la première épreuve. Mais parce qu'il y a cette dimension tutorielle dans le jeu dont on a parlé dans le précédent podcast ou en préparation du podcast précédent. C'est une dimension importante. Il faut quand même apprendre à jouer à Sens Néant. C'est pas évident. Donc voilà. Ça va bien. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Merci Julien, merci Antoine, merci Audrey, merci Amir. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut!